tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de la balado En forme sur le RDS.ca. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir une grande nageuse en natation artistique parce qu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, cette discipline qui a moins longtemps. Bien, on parlait de nage synchronisée, mais c'est vraiment de la natation artistique aujourd'hui. Une des meilleures au pays est avec nous. Donc, c'est un grand honneur d'avoir Jacqueline Simoneau. Bienvenue, Jacqueline, sur la balado. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir. Ben, mon Dieu, ça fait vraiment plaisir. Écoute, tu es quadruple médaillée d'or des Jeux panaméricains. Tu as aussi terminé en 7e position dans l'épreuve du duo lors des Jeux olympiques de Rio. Et là, ben, tu es qualifiée. C'est fait donc pour les prochains Jeux de Tokyo qui, pas 4 ans, mais bien 5 ans après, auront finalement lieu. Écoute, ben, Greg, évidemment, mon co-animateur qui est avec nous. Salut, Greg. On va avoir une discussion super intéressante aujourd'hui avec Jacqueline. Puis, ben moi, à la base, là, retournons un petit peu à tes débuts. Tu as commencé quand même très jeune, mais qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de commencer la natation artistique? Mais quand j'étais jeune, je faisais plusieurs sports, dont le hockey, le soccer, le baseball. Et j'ai rentré dans les sports aquatiques et je dirais que j'avais une misère à juste choisir un sport que j'aimais beaucoup. Ma mère me conduisait à l'école, au hockey, au soccer, partout. Puis finalement, il y a juste 24 heures dans une journée, on sait tout. Alors, il a fallu que je choisisse un sport. Et j'ai découvert la natation artistique lors d'une pratique de plongeon. Une journée, j'étais sur le tremplin de 5 mètres et je faisais un bac 1,5. Et juste avant de faire mon plongeon, j'ai vu à l'autre bout du bassin olympique la nage synchronisée pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'était une poussée acrobatique où il lançait une des filles dans les airs et puis elle faisait exactement le même plongeon que moi je faisais, mais sur des filles qui ne touchaient pas le fond de la piscine. Alors, j'ai vraiment capoté. Bon, j'ai fait mon plongeon, j'ai écouté mes corrections de mon coach, mais je suis allée tout de suite dans les estrades après pour aller dire à ma mère, « Maman, c'est ça que je veux faire. Ça a l'air tellement hot. » Le fait qu'on n'est pas juste seulement dans l'eau, on fait beaucoup de plongeons, de trampoline, de l'haltérophilie, la course. Il y a plein d'autres sports qu'on fait pour nous aider dans notre sport. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi la natation artistique. Donc, tu es un petit peu multidisciplinaire en pratiquant ton sport en soi. Donc, l'entraînement doit être assez complexe là, pour tout ça, si on veut, de travailler toutes ces facettes-là, mais aussi l'explosion dans l'eau sans appui en tant que tel. C'est assez impressionnant. Oui, effectivement, nos entraînements sont très divers. On commence dans le gym le matin, soit par une session de cardio ou une session de musculation dans le gym. Et je dirais qu'on est quand même assez forte aussi. Oui, on a une forme assez petite, mais je suis capable de faire, je crois, le même nombre de chin-ups que Marie-Philippe Poulain maintenant avec un gros 10 kg. Alors, on est quand même forte, même si on n'a pas l'air. On passe assez de temps dans le gym et si on rentre dans la piscine, on fait de la natation de vitesse. Alors, oui, c'est très varié nos entraînements. Oui, parce que dans le fond, c'est un mélange de cardio, de force, d'endurance. Il y a toutes sortes d'aspects donc, qui sont travaillés. Puis, est-ce que tu trouves que tu travailles différemment selon si tu vas être en solo, en duo, en équipe ou tu vas rejoindre pas mal tout ça? Et toi aussi, par la bande, est-ce que tu as une épreuve favorite dans tout ça? Parce que, bon, tu vas représenter le Canada, entre autres en duo à Tokyo, mais aussi en équipe, donc les 8 filles ensemble. C'est quoi la grosse différence quand tu es dans la piscine? En fin de journée, tu fais toujours la même chose. La technique est pareille, mais c'est certain que l'environnement est différent. De nager toute seule, individuelle, en solo, ton mindset en nageant, c'est complètement différent. Je ne pense pas les mêmes choses que dans une équipe ou dans un duo. Alors, j'aime vraiment tous les événements-là. J'ai vraiment pas un favori. Mais l'équipe, c'est vraiment la fun, surtout cette fois-ci parce qu'on s'en va aux Jeux olympiques dans l'épreuve de l'équipe. Alors, à Rio, on n'a pas encore qualifié notre équipe. Alors, cette fois-ci, ça va être encore plus précieux de vivre cette expérience et de partager ces expériences exceptionnelles-là avec une équipe. Et c'est ça que j'aime de cet événement-là, c'est que même si on a des hauts puis des bas, on partage tout ça ensemble, on les vit toutes de la même manière. Alors, c'est le fun de partager ça avec mes coéquipières. Dis-moi donc, dernière petite question de mon côté concernant l'entraînement en soi. Puis je m'excuse, Val, c'était pas prévu cette question-là, mais je trouve ça fascinant. Tu parlais d'haltérophilie, que vous en faites beaucoup, puis je me souviens qu'il y avait un haltérophile, un champion américain qui m'avait confié que c'était difficile de pratiquer l'haltérophilie parce que souvent, par exemple, dans un sport de cardiovasculaire comme le tien, comme beaucoup d'autres sports, on apprend beaucoup à respirer. Mais qu'en haltérophilie, il faut apprendre à performer en ne respirant pas.
J'imagine que c'est la même chose dans la natation artistique où est-ce que vous êtes sous l'eau, on doit bouger beaucoup. Est-ce que vous pratiquez ça? Est-ce que ça fait partie de vos entraînements d'apprendre à continuer de bouger sans respirer? Je dirais que ce type d'entraînement-là, ça se fait quand tu es plus jeune dans le sport. Quand tu commences à apprendre certains mouvements, tu peux commencer à incorporer certains mouvements à terre sans respirer pour t'aider à accommoder ces choses-là dans l'eau. Mais maintenant, à notre niveau olympique, je dirais qu'on ne le pratique pas très souvent. Par exemple, quand on est à quarantaine, parce que bon, on a tous vécu cette expérience-là, il fallait qu'on trouve une manière comment pratiquer, de retenir notre souffle. Et bon, on a revu tous ces exercices-là revenir maintenant, même au niveau olympique. Alors oui, ça se fait encore, de courir sur un tapis roulant pendant 30 secondes à 19 km à l'heure, puis tenir ton souffle. C'est une manière de s'entraîner. Puis pour le fun, là, je trouve ça super intéressant comme aspect. Toi, tu es capable, mettons, tu pourrais retenir ton souffle combien de temps en dessous de l'eau? 5 minutes et 11 secondes. Ah! C'est fou, ça! Non. Oh mon Dieu, je prends une note! Non. Oh boy! Wow, c'est quelque chose! 5 minutes vraiment en dessous de l'eau, puis tu n'as pas besoin d'aller respirer. Wow, c'est quelque chose, ça. Puis en même temps, tu bouges, tu as comme un cardio. Je veux dire, c'est pas comme si tu baisses ton cardiovasculaire, tu baisses le rythme de ton cœur pour être capable finalement de consommer moins d'oxygène. C'est quand même hallucinant, ça. Wow! C'est toute une information. Alors, le 5 minutes 11 secondes, par exemple, j'aimerais juste souligner que ça, c'est sans bouger. Alors oui, je suis en dessous de l'eau, mais je ne bouge pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un test avec bouger mes membres, quoi que ce soit, mais j'imaginerais que ça serait environ 3 minutes et demie de retenir mon poids en dessous de l'eau. Mais quand même, il y a une grosse différence entre les deux. C'est impressionnant. En soi, là, c'est vraiment une portion de... Une portion, je pense que Val, on n'y a jamais touché en 3 ans. Notre balado ici, d'avoir cette aptitude-là à travailler. Je veux dire, je parlais des haltérophiles qui le font, mais ça dure quoi? Une demi-seconde ou quelque chose comme ça? Pas 3 minutes et demie. Non, c'est quand même capoté. Puis écoute, tu as été du côté de Rio. Tu étais là-bas pour ta performance en duo. Mais explique-moi, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience à Rio que tu vas pouvoir appliquer du côté de Tokyo cet été? Je crois que j'ai appris les Jeux olympiques de Rio de m'adapter à n'importe quelle sorte d'obstacle qui est lancé à moi. Alors, pour nous, à Rio, c'était la piscine verte. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais la piscine était verte. Et puis, juste avant nos finales de compétition, ils ont décidé de vider notre bassin de compétition au complet et puis de prendre l'eau de notre bassin pratique, qui est quand même un bassin olympique, mais qui n'est pas télévisé, de remplir avec cette eau-là. Alors, la journée, nos finales olympiques, la plus grosse compétition de ta vie, il faut que tu changes complètement ton approche avant de compétitionner parce que tu n'as pas de bassin à pratiquer. Alors ça m'a vraiment appris à comment adapter à n'importe quelle circonstance et je crois que c'est très approprié, surtout de ces temps-ci avec COVID. On ne sait jamais à quoi s'attendre, des consignes sanitaires qui sont rajoutées pendant une compétition, rester dans une bulle. Alors ça, c'est toutes des choses que j'ai appris à Rio et j'implique maintenant. Mais pourquoi ils ont fait ça? J'ai une question comme ça. J'imagine que nos auditeurs et auditrices vont se poser la même question. Là. Pourquoi vider un bassin comme ça? Il y a quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a décidé que c'était comme ça que ça allait se passer? Ou... Bien, parce que l'eau était verte. Tu te rappelles, il n'était pas capable de la calibrer. C'était comme ça pour le plongeon aussi. Fait que c'était la seule façon d'être capable de tenir les compétitions parce que ton eau, là, quand tu remplis une piscine, là, au début, elle est embrouillée. Là. Fait que si tu voulais tenir encore ta compétition, il fallait qu'ils prennent une eau qui était déjà calibrée. Fait qu'ils ont pris celle du bassin à côté pour la transférer. Pour répondre à la question, excuse-moi, Jacqueline, parce que je me rappelle très bien que les plongeurs, c'était ça, on ne pouvait pas les voir plonger en dessous de l'eau, là, c'était vert. Oui. Qui a perdu sa job à ce moment-là, parce que tu arrives aux Jeux olympiques, ta seule job, c'est que l'eau soit correcte, puis l'eau est verte le matin de la compétition. Ça va exact, c'était vraiment ça. Mais c'est un bon point quand tu dis s'adapter à tout, parce que là-bas, tu t'es adapté à ça aussi. Tous les athlètes olympiques ont dû s'adapter au courant de la dernière année, comme nous tous aussi, pas dans un sport en particulier, mais en télétravail
travail ou peu importe, la pandémie a forcé tout le monde justement à tester notre résilience, à cette capacité donc de s'adapter. Là, présentement, tu nous parles et tu es du côté de Barcelone. Ce sont donc les séries mondiales pour toi. Est-ce que le processus, là, je sais que tu es en quarantaine, est-ce que ça a été difficile pour toi? Parce que je sais que pour plusieurs athlètes, ça a été le cas. Il y a plusieurs demandes aussi auprès du gouvernement qui ont été faites pour alléger la quarantaine des athlètes ou du moins qu'ils puissent recommencer à s'entraîner rapidement lorsqu'ils reviennent au pays. Est-ce que toi, ça t'a affecté beaucoup dans ton entraînement? Je ne vais pas te cacher, oui, quand même. Ceci est la deuxième fois que je pars en Europe pour les séries mondiales cette année. Alors, je suis allée à Budapest au mois d'avril et il a fallu que je fasse mes 2 semaines de quarantaine chez moi, sans un bassin olympique pour m'entraîner. Et tout de suite, après mes 2 semaines de quarantaine, il fallait que je compétitionne dans une compétition virtuelle. Alors, ceci se faisait chez nous, dans notre bassin, mais j'avais 2 semaines où j'étais hors de l'eau. Alors, c'était vraiment pas une circonstance idéale, c'était pas le fun, mais j'étais très chanceuse d'être entourée d'une équipe absolument formidable. Alors, on a vraiment fait le mieux qu'on pouvait, mais c'est certain, surtout en route des Jeux olympiques, ce n'est vraiment pas idéal en 2 semaines de quarantaine. Mais oui, espérons que ça soit changé, malgré que les Jeux arrivent bientôt, mais espérons que ça soit changé. Ouais, oui, je me croise vraiment les doigts. Je reviens de l'Europe le 27 juin, puis on espère vraiment que les circonstances vont être un petit peu allégées pour qu'on puisse s'entraîner au moins le plus vite possible en route vers Tokyo. Mm-hmm. À l'heure où on se parle, je veux dire, bon, ça peut changer à chaque heure. Là. Il est présentement, 9h15 du matin. Donc, probablement que le gouvernement va faire une annonce parce que ça arrive tout le temps quand on parle de ça. Mais notamment avec Michael Kingsbury qui est sorti il y a quelques jours pour dire que ça devait peut-être changer. Là, je pense que le gouvernement regardait pour assouplir les règles. Puis on l'espère que tu puisses au moins pouvoir t'entraîner avec ton équipe avant de partir à Tokyo. Petite question concernant le fait que c'est un sport qui est jugé. Donc, oui, vous êtes des athlètes très complètes, mais vous êtes jugés vraiment sur la synchronicité, le côté artistique et tout le reste. Est-ce que tu trouves ça difficile, toi? Est-ce que tu trouves que est-ce que ça amène une certaine difficulté peut-être dans ton sport? C'est certain que la partie la plus difficile dans ça, c'est que c'est hors de ton contrôle. C'est pas un 100 mètres fly sprint où c'est mesuré, c'est objectif, puis tu sais que tu peux tout donner. Des sports un petit peu plus subjectifs comme celle-ci, il y a toujours une fine ligne, c'est jamais parfait parce que tout le monde a des goûts différents. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu t'habitues. Quand tu es jeune, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais au niveau plus olympique, c'est certain que tu ne vas pas plaire chaque juge, puis chaque juge va te donner un 10. Tout le monde a des goûts différents. C'est certain qu'il y a des parties qui sont mesurées, qui sont plus objectifs, mais des parties comme l'artistique, l'impression artistique, bien ça, c'est un peu plus subjectif. Alors, ces parties-là, des fois, c'est difficile à avaler, surtout quand tu vois tes compétitrices et il manquait juste un 0.01 là, pour atteindre le marche podium. Mais c'est ça la vie, on s'habitue. Oui, mais c'est intéressant. Puis aussi, je vais apporter un aspect complètement différent, plus au niveau nutritionnel. On a parlé beaucoup de ton entraînement. Tu es cœliaque. Écoute, tu es quand même jeune. Il y en a que ça prend des années avant de réaliser qu'ils sont cœliaques, qu'ils ont des malaises, ils ne se sentent pas bien, ils ne se comprennent pas pourquoi. Ils ont souvent des maux de ventre, des ballonnements, ça va jusqu'au à l'extrême, des vomissements et tout ça. Et de un, comment tu as réalisé? Pourquoi je t'en parle? Parce que tu es porte-parole de Cœliaque Québec, parce que c'est quand même de plus en plus de gens réalisent que finalement, ils ont la maladie cœliaque. Comment tu as réalisé, toi, que tu l'avais? Et est-ce que ça affecte, dans le fond, au point de vue nutritionnel d'un athlète de haut niveau, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Comment tu t'adaptes par rapport à ça? Oui, très bonne question. Alors, je commençais comment j'ai été diagnostiquée. J'étais très chanceuse à un si jeune âge. Bien, chanceuse et pas chanceuse. J'étais très malade à partir de l'âge de 5-6 ans. Je vivais presque à l'hôpital. Écoute, mes parents me rentraient à l'urgence presque à chaque fois. Je perdais mes cheveux, je perdais ma masse musculaire. Mon ventre était tellement ballonné, j'avais tellement mal au ventre, je prenais pas du poids. Puis les médecins avaient de misère à me diagnostiquer. J'ai fait presque tous les tests du livre, mais finalement, à l'âge de 8-9 ans, ils m'ont diagnostiqué après une endoscopie avec la maladie cœliaque. Alors, depuis ce temps-là, j'ai ajusté ma diète. Alors, on est très chanceuse au moins d'avoir une diète qui peut accommoder cette maladie-là. Et depuis ce temps-là, j'ai pas vraiment de problème. C'est certain que j'ai quelques défis quand je voyage, des barrières de communication, comment communiquer
j'ai besoin de nourriture sanguine. Parfois, ça m'arrive en Asie de ne pas trouver des bons mots, une bonne traduction. Alors, parfois, ça m'arrive d'ingester un petit peu de gluten et ça affecte les performances. Même si mentalement, tu es là à 100%, physiquement, tu sais que dans les mesures, tu n'es pas où tu es censé l'être. Mais en termes de nutrition, je suis très chanceuse d'être suivie par une nutritionniste sportive. Alors, je dirais que ma diète n'est pas très différente de mes coéquipières. Toutes nos diètes sont vraiment accommodées pour nous-mêmes. Et moi, je mange une diète qui est assez haute en protéines, en légumes, puis des fruits. Alors, mon diète n'a pas vraiment changé pour accommoder mon style de vie d'athlète olympique. J'imagine que rendu là aussi, c'est assez inné pour toi depuis toutes ces années-là de savoir ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas manger, puis tu es à l'aise à l'intérieur de ce que tu peux faire aussi, puis c'est comme ça que tu manges, puis that's it. Là, tu sais. Exactement. Tu es aussi ambassadrice pour la fondation Fast and Female qui inspire les jeunes filles à bouger. On sait que c'est une population, on en a déjà même parlé ici sur la balado, c'est une population qui est difficile à faire bouger, si on veut, les jeunes filles adolescentes. Pour toi, à quel point c'est important d'inspirer la génération après toi et d'être un modèle féminin, athlétique et positif dans la société? Je trouve que c'est tellement important. Je suis tellement reconnaissante des choses que j'ai apprises du monde du sport que je peux transférer dans ma vie quotidienne à chaque jour. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel que toutes les filles, toutes les adolescentes ont le droit à expérimenter puis d'accueillir ces types d'expériences-là pour le transférer dans leur vie. Et il y a une étude qui s'est faite faire et à l'âge de 15-16 ans, il y a plus d'adolescentes, de filles qui lâchent le sport versus les garçons. Alors, on essaie vraiment d'encourager le plus possible l'activité physique et le sport avec les filles dans l'âge d'adolescente. Alors, c'est ça que la Fondation Fast and Female font. On crée des petits workshops, on a des périodes de sensibilisation pour vraiment aider les filles à rester dans le sport le plus possible. Oui, ça me fait penser, tu sais, il y a quand même eu des allégations d'abus qui ont sorti dans la dernière année, qui ont été reprochées à la Natation Artistique Canada. On ne peut pas ne pas en parler. Ça l'a évidemment entaché ton sport. Il y avait beaucoup aussi, on parlait de diète excessive, d'anorexie, de boulimie, toutes des choses qui entourent un genre de mode de vie malsain, mais en même temps, il y en a qui n'ont pas nécessairement été touchés par ça. Toi, est-ce que premièrement, tu as senti un vent de changement pour le mieux par rapport à tout ça? Et de un, et de deux, des jeunes filles qui voudraient commencer ou qui voudraient continuer donc en natation artistique, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à toutes ces allégations-là qui ont pu avoir lieu? Oui, alors premièrement, je sens une grosse vague de changements très positifs dans les derniers mois, dans les dernières années. Ça fait presque une décennie que je suis sur l'équipe nationale senior. Et depuis ma première année versus cette année-ci en 2021, la santé mentale numéro 1 est une priorité maintenant. On en parle beaucoup plus souvent qu'auparavant. Et c'est certain que des choses comme Belle Cause pour la cause, ça aide aussi. Mais les fédérations sportives, il y a un gros vent de changement qui est en train de changer pour quelque chose de plus positif. Alors maintenant, c'est encourager d'en parler si tu as des problèmes, si tu as des petits soucis, des malaises, c'est t'encourager de parler. Et non seulement de parler à peut-être des supérieurs, mais tu as aussi d'autres champs de communication que tu peux te sentir un petit peu plus à l'aise et confortable d'en parler aussi pour que tu sois entendu, que tes problèmes sont traités, puis on trouve une solution pour que tout le monde soit à l'aise et confortable à faire ce qu'on aime le plus. C'est le sport et de bouger. Alors, depuis les derniers mois, c'est certain que je sens une grosse différence et j'encourage tout le monde de continuer si c'est vraiment ça qu'ils aiment faire. C'est tellement important. C'est le fun de t'entendre dire ça et de te voir aussi, là, pour les gens qui nous regardent aussi, de te voir avec le sourire, d'en parler. Tu as l'air absolument passionné de ton sport. Puis, je veux dire, contente d'être là, même si, tu dois être dans une bulle présentement à Barcelone et tu ne peux pas aller pas trop visiter la ville. Ça n'a pas l'air de t'affecter tant que ça et d'être. Tu as l'air d'être content d'aller compétitionner aussi et pour les mois qui s'en viennent également avec les JO. Là.
Oui, oui, vraiment. Je me compte très, très chanceuse de pouvoir voyager, surtout dans ces temps-ci, et d'être entourée d'une super belle équipe qui me supporte à atteindre mes rêves olympiques. Bien, rapidement, pour terminer, ce sont quoi les prochaines étapes pour toi avant les Jeux et ce sont quoi aussi tes objectifs aux Jeux en duo puis en équipe? Oui, alors je vais commencer avec la compétition ici à Barcelone. C'est le Super Final des séries mondiales. Alors, on espère de gagner. On va voir. À date, les entraînements, ça se passe bien. En solo, duo, équipe. Je ne veux pas trop mettre de bord, mais je pense qu'on est bien placé pour bien terminer les super finales ici à Barcelone. Et ensuite de ça, la prochaine étape, ça serait de retourner à Budapest pour un petit camp d'entraînement de 2 semaines. Ensuite, on retourne à Montréal pour un camp d'entraînement. Et maintenant, c'est à voir où est-ce qu'on va faire notre camp olympique ou notre camp pré-olympique. C'était censé être au Japon, mais avec toute la situation qui se passe en ce moment, malheureusement, notre ville où on était censé de faire notre camp d'entraînement a été annulée. Alors, on est en recherche d'un autre camp pré-olympique à faire. Puis, suivi de ça, évidemment, c'est les Jeux olympiques. Et ça, pour nous, ça va être difficile de trouver des objectifs fixes cette année. Avec les séries mondiales, c'est plus facile parce qu'on sait à quoi s'attendre avec nos compétitrices. Ça fait plusieurs compétitions que je suis face à eux. Mais aux Jeux olympiques, c'est une différente game. C'est 100%. C'est la plus grosse compétition au monde du sport amateur. Et chaque pays vient avec un différent background. Des pays qui n'ont pas arrêté pendant la quarantaine ou pendant la COVID-0 versus nous qui arrêté pendant quelques mois ou d'autres pays plus ou moins. C'est difficile de trouver des objectifs fixes, mais pour moi, si je vais être contente à la fin de ces Jeux-là, si je veux vraiment tout laisser à la piscine, de me dire à la fin de mes performances que j'ai vraiment tout fait dans mon pouvoir pour nager le meilleur que je pouvais à cette heure-là, dans cette journée olympique-là, je vais être très contente. Est-ce que tu vois un certain rôle je ne veux pas dire de mentor, mais de leader dans cette équipe-là parce que, bon, tu as une expérience olympique? C'est certain qu'on a une très bonne groupe de leadership dans l'équipe. Moi, je suis la seule olympienne, mais aussi ma duette Claudia Holzner est la plus vieille de l'équipe, ainsi qu'une autre coéquipière. Alors, on est pas mal 3-4 qui prend toutes les autres sous nos ailes. Puis, on essaie de partager nos expériences. Pardon. On essaie de partager nos expériences le plus possible pour aider les autres à bien gérer cette adaptation aussi, parce qu'on a une petite sur l'équipe, Rosalie Boissonneau, elle va tourner 18 ans avant les Jeux olympiques, puis elle me fait beaucoup penser à moi quand j'étais jeune. Alors, j'essaie de vraiment la prendre sous mon aile le plus possible pour qu'elle apprécie vraiment toutes les expériences et pour qu'elle puisse passer le bâton à la prochaine athlète qui va la suivre après elle aussi. C'est super intéressant et tu es très inspirante. Donc, en espérant que plusieurs jeunes filles qui veulent performer en natation artistique nous écoutent et ont écouté cette balado. Bravo, Jacqueline Simoneau, tu as un magnifique parcours. Moi, je me rappelle de toi, je pense que c'était aux Jeux du Canada à Halifax. Je ne sais pas, tu étais dans la piscine, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, elle, là, ça, c'est une étoile montante. Là. Surveille-la, là, parce qu'un jour, elle va être aux Olympiques. Puis voilà, aujourd'hui, ben, tu y retournes pour la deuxième fois. Alors, félicitations, parce que je sais à quel point c'est beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Il faut croire en terrain, il faut croire aussi en tes performances. Donc, bravo d'être un modèle pour toutes ces jeunes filles-là. Écoute, on te souhaite un gros merde, on va le dire comme ça en québécois, parce que bonne chance, on va te suivre attentivement. Évidemment, Greg et moi et toute la population donc, du Québec et du Canada va être très fiers donc, de se faire représenter dans la piscine par vous, les filles. Alors, bonne chance. Continue aussi pour cette série mondiale, tes prochains camps d'entraînement. Tu y es presque, vous allez y arriver, puis un gros, on vous envoie plein d'énergie positive finalement, puis on croit en vous, vous êtes vraiment très disciplinés, donc bravo parce que c'est vraiment un beau cheminement. Et merci aussi d'avoir été là. Merci beaucoup. Bravo, Jacqueline. Salut tout le monde!